On a tous et toutes très hâte de mettre la main sur Baldur's Gate 3. Depuis la révélation au public du projet et l'annonce que le studio derrière le troisième opus de cette saga mythique serait Larian Studios, à l'origine des excellentissimes jeux Divinity, on ne peut s'empêcher d'espérer un retour sur le devant de la scène du RPG sur ordinateur doté d'une excellence narrative. Faut dire que depuis Dragon Age Inquisition, on a un peu été laissé pour compte dans cette catégorie et à cette échelle. L'alpha est très prometteuse et les annonces de Larian Studios font énormément envie, surtout quand on sait de quoi sont capables ces développeurs et développeuses belges. Il faut dire, Baldur's Gate 3 c'est une sacrée arlésienne, puisque ça fait bien 23 ans qu'on attend une suite au deuxième opus. Et je vous fais une confession, quand je vois la hype démesurée et les attentes pour ce jeu, je suis très heureux de revoir surgir un doux rêve qui a traversé l'histoire du RPG sur ordinateur, celui du jeu de rôle ultime. Un RPG qui nous ferait vivre une infinité d'aventures et explorer d'innombrables univers à travers lesquels nos choix pourraient tout changer. Certes, on est à chaque fois assez insatisfait et Baldur's Gate 3 ne promet pas exactement cela. En même temps, quel RPG pourrait prétendre y arriver? Et pourtant, selon moi, cette promesse a déjà été réalisée. Et ce, par une saga qui a poussé la proposition des deux premiers jeux Baldur's Gate dans ses derniers retranchements. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'histoire fascinante d'une saga, première héritière directe de Baldur's Gate, qui a voulu révolutionner notre pratique du RPG en nous proposant de devenir le maître de nos propres aventures, Neverwinter Nights. Bienvenue dans XP. L'histoire débute en 1996 à Edmonton, au Canada, dans la province de l'Alberta. Il s'agit alors d'une métropole canadienne concentrant son activité économique sur l'exploitation minière et pas grand chose d'autre au final. Cependant, fraîchement installé dans de nouveaux locaux, un studio de développement de jeux vidéo vient de sortir de la cave dans laquelle la société a réalisé ses premiers jeux à succès, notamment le jeu de pilotage de mecha Shattered Steel. Nous parlons bel et bien de BioWare. BioWare, c'est une société canadienne fondée en 1995 par les deux étudiants en médecine Gregory Zeschuk et Raymond Muzyka. Le studio est d'ores et déjà parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à la sortie de leur premier jeu de pilotage de mecha pour micro-ordinateur. Le titre est un petit succès qui sait se démarquer de la concurrence et adoube le jeune studio canadien comme une valeur sûre. BioWare lance alors des offres pour leur prochain grand projet, un CRPG dans un univers d'heroic fantasy qui prend le nom provisoire de Battleground Infinity. J'en ai vu des titres pourris, mais là, on tient une couche. Gregory et Raymond cumulent alors deux emplois, leur activité de médecin la journée pour rentrer de l'argent et leur activité de développeur le soir dans l'espoir de rentabiliser un jour leur société encore déficitaire. Battleground Infinity est développé alors que ni Diablo ni Fallout ne sont encore sortis et le projet est très ambitieux. La recherche d'éditeurs va s'avérer ardue, mais BioWare tente le tout pour le tout et se tourne vers le plus gros éditeur de RPG de l'époque. Oui bon, ils vont voir Interplay quoi. C'est pas comme si c'était le troisième épisode où je parlais d'eux. En même temps, il n'y avait pas d'état d'éditeurs qui avaient les moyens de financer et de distribuer des CRPG à l'époque. Le souci, c'est que Interplay, à ce moment-là, a lancé beaucoup trop de projets, et notamment dans des univers de fantasy. Le prototype présenté par BioWare ne convainc pas Interplay, qui refuse le projet, le jugeant trop convenu. Faut dire, des CRPG de fantasy, il y en a eu toute une chier. Même moi, j'aurais pas misé sur ce cheval. Mais un homme va voir du potentiel dans ce projet, et il s'appelle Fergus Urquhart. Jeune patron de la société Black Isle Studios, Fergus prend l'initiative de convaincre ses supérieurs d'offrir un contrat à BioWare en insufflant un supplément d'âme à leur projet. Et ce supplément d'âme, c'est la licence Donjons et Dragons. Interplay vient en effet d'acquérir les droits d'exploitation du plus célèbre des jeux de rôle, et veut le rentabiliser rapidement. BioWare développe un moteur de jeu adapté au RPG pour Infinity Battleground, le Infinity Engine, simplement une merveille technologique et ludique qui permet d'adapter les règles complexes de la seconde édition de Donjons et Dragons à un gameplay à la souris. Et c'est pas de la tarte, croyez-moi. Dans des décors isométriques faciles à modéliser. C'est une période d'apprentissage intense pour le studio qui doit réaliser des milliers d'assets et corriger de nombreux bugs. Comme d'habitude, quand un jeu est développé en parallèle de son propre moteur. Le projet change plusieurs fois de nom et est finalement baptisé Baldur's Gate, en français la porte de Baldur, le nom de la ville principale du jeu. Baldur's Gate, vous connaissez au moins de nom et de réputation. C'est vaste, c'est riche, c'est intuitif, c'est dynamique, en un mot, c'est une révolution. On peut difficilement faire plus culte que ce RPG paru en 1998 qui bénéficie encore aujourd'hui de remaster et même de suites. C'est la poule aux œufs d'or des RPG de fantasy, si bien que même Interplay ne l'avait pas vu venir et a fait face à des pénuries les premières semaines de sa sortie. Baldur's Gate est un immense succès et après
après la sortie d'un deuxième jeu de pilotage de mecha, MDK2, BioWare se lance dans la production d'une suite. Interplay a désormais une confiance absolue en BioWare, qui devient un de ses plus fidèles collaborateurs dans le domaine du RPG. Ils sont épaulés de Black Isle Studios qui profitent de leur génial Infinity Engine pour développer leur propre jeu. Le second opus de Baldur's Gate reste dans la lignée technique du premier volet, et toutes les ressources sont consacrées à l'écriture et au game design. En 2000 sort Baldur's Gate 2 Shadow of Amn, qui casse la baraque, encore une fois. Les fonctionnalités du jeu fascinent les joueurs, pouvoir importer la sauvegarde du premier jeu, voir l'impact sur l'univers qu'ont eu ses propres décisions, et un scénario palpitant qui implique les joueurs comme peu d'autres jeux. C'est ce qui fait de Baldur's Gate 2 un des RPG sur ordinateur les plus cultes de l'histoire du genre. Cependant, on a passé l'an 2000, et si vous avez suivi mon épisode sur la série des Dark Alliance, vous savez ce qui va se passer. So they made some bets, right? They made a couple bets. Brian Fargo would show up in my office and scream at me. Interplay se casse la gueule. Des conflits juridiques avec son distributeur ainsi que des décisions d'investissement discutables, mais l'éditeur en faillite et la direction est en froid avec ses développeurs, comme en résulte le départ des créateurs de Fallout pour fonder Troika Games. Cette histoire vous intéresse, j'ai fait un épisode dessus. BioWare travaille alors sur un nouveau moteur permettant de faire entrer la formule Baldur's Gate dans la troisième dimension. L'Infinity Engine devient le Aurora Engine. Néanmoins, BioWare commence à en avoir plein les bottes des royalties impayées de Interplay et conclut un accord. Le morceau de licence Donjons et Dragons que possède le studio est transféré de Interplay à l'éditeur français Infogrames, qui vient de fusionner avec Atari. BioWare, fort de ses 65 employés, transforme considérablement les bases de Baldur's Gate et les pousse dans ses derniers retranchements. Les règles de la troisième édition de Donjons et Dragons, les hipsters diront la meilleure, sont intégrées au système de jeu, et le Aurora Engine permet de façonner de très grands environnements 3D. Pour l'univers, BioWare tient à rester dans le cadre des Royaumes oubliés, l'univers par défaut de Donjons et Dragons, mais s'éloigner de la ville de la Porte de Baldur. BioWare se tourne alors vers une licence de jeu appartenant aux ayants droit de Donjons et Dragons, et qui rassemblait toutes ses qualités, Neverwinter Nights. Neverwinter Nights, c'est un MMORPG historique sorti en 1991 par le studio Beyond Software, situant son action autour de la cité de Neverwinter, pas d'hiver en français. Pas d'effort la trad, j'ai envie de dire. C'est une révolution dans l'histoire du jeu en ligne, car il était possible, en échange d'une grosse facture téléphonique, de rejoindre des tas d'autres joueurs sur des maps communes, et surtout avec une représentation visuelle. On s'emmerde. Les serveurs d'AOL, le principal fournisseur américain, accueillaient pas moins de 2000 joueurs en simultané. Le fournisseur ferme le jeu en 1997 après 6 ans de palpitantes aventures, où guildes et événements ont fédéré une communauté extrêmement soudée de joueurs et de joueuses. En 2002, tout le monde n'a que le MMORPG à la bouche. Entre EverQuest, Final Fantasy XI et l'arrivée prochaine de World of Warcraft, on ne voit l'avenir du RPG que à travers le câble téléphonique. BioWare a une ambition toute particulière pour son nouveau projet, qui ne cherche pas à faire un simple MMORPG, mais une plateforme, un outil permettant à tous les joueurs et toutes les joueuses de créer leur propre campagne de jeux de rôle, et pouvoir par-dessus tout les partager facilement sur internet. Quoi de mieux alors que l'univers de Donjons et Dragons, terrain de toutes les aventures rôlistes depuis les années 80? Quoi de mieux que le Aurora Engine qui est façonné pour être le plus simple possible d'utilisation? Qui de mieux que la communauté des fans de BioWare, déjà rassemblée sur de nombreux forums dans des dizaines de langues? Et puis bon, tant qu'à être dans un contexte favorable, vous savez quel film de fantasy est sorti en 2001 ? Vous l'avez compris, les étoiles sont alignées pour un projet simplement jamais vu jusqu'alors, et dans un type d'univers au sommet de sa forme. Les bases de Neverwinter Nights sont posées, une plateforme sous forme de jeu permettant de créer des campagnes pouvant accueillir jusqu'à 64 joueurs en ligne par module, en plus du développement en parallèle d'un logiciel inclus dans le projet, le Aurora Toolset, une interface simplifiée permettant aux tout venants, mais avec pas mal de détails, on va pas se mentir, d'utiliser le Aurora Engine pour faire ses propres scénarios et univers. Contrairement à Baldur's Gate 2 qui était essentiellement un défi de narration et de game design, ici c'est un défi purement technologique. BioWare prévoit alors un cycle de développement sur 5 années, ce qui est très long à l'échelle de l'industrie, très long. Ouais, trop long. Le projet est considéré infinançable par Atari. BioWare prend alors une terrible décision, promettre à l'éditeur un développement du jeu sur un cycle de 3 ans. BioWare s'est senti pousser des ailes depuis les succès consécutifs de Baldur's Gate 1 et 2, et penser que faire rentrer au forceps 5 ans de travail en 3 ne serait une affaire que d'un peu plus d'efforts, largement compensés par leur talent. Et la décision est dès le début du développement
cataclysmique pour les développeurs qui remplissent des journées de 12 heures pendant des semaines entières. On retire des pans entiers du jeu pour finalement les réintégrer avec précipitation car ces derniers s'avéraient essentiels, faisant perdre un temps et une énergie précieuse à l'équipe. Un autre défi auquel les décisionnaires de BioWare ont fait face, c'est l'évolution technologique folle des années 2000. Pour tirer son épingle du jeu, il ne suffit pas d'être à la page, mais de deviner et devancer l'évolution de l'industrie. La campagne de base du jeu est quant à elle réduite à son strict minimum narratif, les ressources étant tellement consacrées au développement technique du jeu que BioWare ne peut pas y consacrer plus d'énergie. C'est très compliqué pour toute l'équipe qui entre dans une phase de crunch infernal, épuisant physiquement et émotionnellement beaucoup d'employés. Tout est extrêmement compliqué à mettre en place, que ce soit le Aurora Engine lui-même, mais aussi toute l'interface du Aurora Toolset qui permettrait aux joueurs et aux joueuses de l'utiliser. We actually scheduled in Neverwinter Nights with this whole timeline where, okay, and here's where the toolset is done. And here's where we use it for the first time and decided it's a piece of junk. And here's when we replace the user interface because we know it's going to be horrible. Les équipes sont exténuées mais abattent suffisamment de travail pour boucler le jeu dans les temps. Neverwinter Nights est publié le 18 juin 2002. Dans la campagne solo de Neverwinter Nights, vous vous trouvez dans la cité malfamée de Padiver, qui est en proie à une épidémie mortelle et les habitants soumis à une quarantaine. Votre personnage, vous le créez avec patience et personnalisez l'apparence avec soin. Ouah, la tronche. Et vous rejoignez la ville au sein d'un contingent d'aventuriers chargés d'enquêter sur ce mal. Vous rencontrez des compagnons du plus attachant au moins mémorable et vous remontez le fil d'Ariane en faisant un tas d'allers-retours. Toi, tu pourrais au moins faire semblant de m'aider, hein. On croise la route du culte d'assassin à l'origine de la maladie, qui a pour ambition de voler la pierre magique qui permet à Padiver de pas avoir d'hiver. Et si c'est ça, mais moi je fais plus d'efforts. Hein. Et soudain, c'est la foire au plot twist, et le scénario passe d'une enquête un peu plan-plan à une intrigue politique surprenante, avec des personnages marquants, comme celui de Haribet, et l'écriture des dialogues fait un sacré bond en avant. Le dernier tiers nous amène jusqu'au cœur de la ville pour les derniers boss fights, et une happy end pour bien préparer les suites. Bon, vous l'avez vu, hein. Ouais. Ça pique les yeux. Neverwinter Nights, c'est pas le genre de jeu dont la direction artistique et les capacités graphiques ont bien vieilli. C'est très polygonal, la caméra est assez chaotique et on dirait que les textures ont été faites à partir de compost. Aussi, les combats en vue de dessus, c'est généralement pas fascinant à regarder. Mais alors là... Mais très franchement, mon conseil est assez paradoxal, c'est de se mettre en vue à la troisième personne. Je trouve que la pilule passe beaucoup mieux. Bon, je vous l'avoue, j'en ai fait des caisses sur les défauts du scénario, mais en vrai, c'est du BioWare. On a une intrigue à tiroir qui démarre comme la plus classique des aventures, puis qui se déroule toute seule, enchaînant les retournements de situation, les tensions entre différentes ambitions, et surtout les personnages exceptionnels. En même temps, la moitié sont repompés sur des persos de Baldur's Gate 2. Haribet et sa détermination presque inflexible, ou Harin et son passé tumultueux. Y a pas d'autre sur la marchandise, c'est bien un jeu BioWare. Bon, le souci c'est qu'on passe de 5 compagnons dans son groupe dans Baldur's Gate 2 à un seul. Ah ouais, c'est la crise. Le gameplay est assez proche des RPG faits sur Infinity Engine avec la pause active permettant d'élaborer des stratégies, même si ça s'avère un peu limité vu le nombre de compagnons. Aussi, bon, vous êtes prévenus, mais ça se base sur la 3ème édition de Donjons et Dragons, pas franchement l'édition la plus accessible, donc si vous vous lancez, étudiez quelques builds qui marchent bien et ça devrait passer tout seul. Aussi, la musique est composée par Jeremy Saul à l'origine de la bande son des Elder Scrolls, donc vous serez pas étonné si je vous dis que c'est un bijou et un des aspects du jeu les plus réussis. Mais ce qui frappe aussi, c'est la qualité audio générale du jeu, avec ses ambiances et ses bruitages qui font énormément pour l'immersion, et qui fait parfois même oublier la mocheté des graphismes. On regrettera un début poussif et des décors pas très inspirés, et même si on a là un des scénarios les plus sages de toutes les productions de studio, Ça reste meilleur que ça et ça, calmez-vous. et bah ça nous rappelle à quel point chez BioWare, la barre est haute. Le succès de Neverwinter Nights est indéniable. Vous vous souvenez des 100 000 exemplaires vendus du RPG de 3K Games, le Temple du Mal Élémentaire, qui ont suffi à en faire un succès commercial? Neverwinter Nights, c'est 2,6 millions de copies en un an, et 1,3 million rien qu'aux USA. Ouais, les RPG BioWare, ça jouait pas dans la même cour. Mais vous vous en doutez, le plus important dans Neverwinter Nights, ça n'a jamais été la campagne, qui était vendue comme un gros module solo parmi d'autres. Désormais, les fans peuvent eux-mêmes proposer leurs scénarios, leurs univers, et même leurs serveurs, grâce au Aurora Toolset. Des tas et des tas de fonctionnalités étaient jusqu'alors jamais vues, comme pouvoir infiltrer son propre serveur en tant que maître de jeu, et prendre le contrôle direct de ses PNJ. La fonctionnalité préférée des manipulateurs narcissiques. Hein. Les fans sont regroupés sur des tas de forums, comme Neverwinter Vault, et se sont mis à répertorier dans le monde entier et dans toutes les langues des modules par milliers. Et des modules Neverwinter Nights légendaires, on peut en citer à la pelle. The Eilun Saga, Sands of Fate, Tales of Artera, bref, l'outil Aurora Toolset, c'est une usine à gaz. Un outil si complet qu'on s'y perd complètement si on ne suit pas quelques tutos avant. Ça va au-delà d'un simple éditeur de map, comme ça a pu exister
existé, c'est là un véritable moteur de jeu qui permet d'expérimenter et de comprendre les bases du game design du RPG sur ordinateur. Non mais regardez ce qui est possible de faire avec du temps et du talent, c'est un jeu de 2002 hein. Ce qui est fou c'est qu'un outil comme ça, il est vendu avec le jeu. Non seulement c'était du jamais vu mais encore aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'autres exemples. D'ailleurs, l'outil est si performant qu'il s'est transformé chez BioWare en CV pour ses futurs employés. Pendant toutes les années 2000, les recruteurs du studio demandaient à leurs candidats au poste de game designer de leur envoyer leur propre module Neverwinter Nights pour juger de leur capacité à mêler règles de RPG, contraintes de moteur de jeu et histoire intéressante. En même temps, niveau dispositif, on n'aurait pas pu imaginer mieux. Ah, et vous voulez voir mon module à moi? J'ai juste réussi à faire ça. Maintenant que le jeu est bien lancé, BioWare s'active pour proposer eux-mêmes des gros modules aux joueurs et travailler sur des campagnes supplémentaires d'une vingtaine d'heures. Campagnes qui prendront le nom d'extensions, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ils auraient sorti 40 modules à 15 € chacun, c'était le bon temps. BioWare s'associe à Floodgate Entertainment, un studio fondé par les devs de Ultima, System Shock et Thief, pour réaliser et publier Shadows of Undertide le 21 juin 2003. Floodgate se charge du cœur du travail d'écriture et de game design, tandis que BioWare leur fournit une assistance technique et des outils supplémentaires, ce qui a largement soulagé le studio canadien. La campagne vous plonge dans la cité d'Undrentide. Avant qu'Undrentide n'obéisse à son appel. D'accord, Undrentide, une citadelle anciennement peuplée de puissants mages, située au nord des Royaumes oubliés. Il s'agit d'une histoire indépendante où on incarne l'élève d'un aventurier nain qui part à la recherche d'un artefact volé à son maître, nous amenant à explorer des repères lugubres, combattre des tonnes de nouvelles créatures. L'extension a un scénario mieux travaillé que la campagne de base, et surtout des environnements super chouettes. On est tenu en haleine tout du long et les ajouts de classes de haut niveau et équipements uniques en font un produit d'une excellente qualité. En parallèle à Shadows of Undertide, BioWare divise son personnel en plusieurs équipes. D'un côté, BioWare vient d'obtenir un contrat avec l'éditeur LucasArts pour réaliser un très grand projet, un RPG dans l'univers de Star Wars. Vous vous en doutez, il s'agit de Knights of the Old Republic. Dans le même temps, une petite division chez BioWare réalise sa propre extension pour Neverwinter Nights. Les conditions sont aussi favorables qu'avec l'extension précédente, l'outil technique est déjà prêt et le travail est essentiellement créatif, permettant à la petite équipe de proposer un scénario bien plus poussé que la campagne originale. Il est assez tôt choisi que l'action se déroulerait dans le réseau de tunnels tentaculaires de l'Outre-Terre, situé sous la surface des Royaumes oubliés et peuplé d'impitoyables flagelleurs mentaux. L'extension prend le nom de Hordes of the Underdark et sort le 2 décembre 2003. Someone who can defeat the hordes of the Underdark. Directement après les événements de Shadows of Undertide, on est propulsé dans la gigantesque cité de Eau-Profonde, qui fait face à une invasion de Drow, des elfes noirs venus d'outre-terre, mêlant intrigue politique, mission d'infiltration en compagnie de créatures vivant sous la surface. Pas de doute, des 3 campagnes officielles de Neverwinter Nights, Hordes of the Underdark est la plus réussie, avec son setting jusqu'ici jamais vu, et son intrigue qui te scotche à l'écran. Ajoutez à ça les meilleurs compagnons du jeu, à savoir Natira et Valen, et comme d'hab avec BioWare, vous pouvez romancer tout ce petit monde, au plus grand plaisir des rôlistes émo. Bon, vous l'avez compris, jusqu'ici, Neverwinter Nights et ses 2 extensions ont propulsé BioWare dans une nouvelle ère. D'abord la transition à des RPG en 3D, l'entretien d'une licence et d'une communauté soudée autour de celle-ci, et passer d'un narrative design à la Baldur's Gate, qui se base sur l'imagination des joueurs et des joueuses, à l'apport d'une mise en scène plus visuelle. Alors que les 2 extensions sortaient, BioWare a atteint un nouveau palier de consécration, avec la sortie de KOTOR en 2003, ni plus ni moins considéré comme le meilleur jeu Star Wars de tous les temps. Et les gens ont bien raison. L'éditeur Atari est évidemment à fond pour produire une suite à Neverwinter Nights, mais BioWare a un objectif, s'affranchir du tremplin que représentent les licences célèbres comme Donjons et Dragons, et créer leurs propres univers dans une galaxie moissonnée et un âge peuplé de dragons. Je dois y aller. Ne souhaitant pas laisser Atari rechercher un studio tiers moins talentueux, les fondateurs de BioWare, Gregory Zeschuk et Raymond Muzica, décident de payer leurs dettes. Black Isle Studios, le studio qui avait permis à BioWare de signer chez Interplay, sont devenus des collègues et des amis des Canadiens, et ont prouvé être au niveau Meilleur sur bien des points. pour créer avec l'Infinity Engine des chefs-d'œuvre comme Icewind Dale et surtout Planescape Torment. Il était même question que Black Isle prenne en charge Baldur's Gate 3 et avait même commencé le travail préparatoire. Le patron de Black Isle Studios, Fergus Urquhart, s'est retrouvé à cause de la liquidation d'Interplay avec un studio fermé de force. Le 3e opus de Baldur's Gate annulé dans la foulée. Pas défaitiste, Urquhart fonde immédiatement un nouveau studio avec des anciens de Black Isle et le baptise Obsidian Entertainment. Déjà recommandé par BioWare à LucasArts pour réaliser la suite de KOTOR en 2004, la jeune équipe de vétérans a dès son premier projet prouvé son excellence narrative et technique, en plus de sa capacité à tenir, comme il pouvait, des délais serrés. Bon, KOTOR 2 c'est le meilleur RPG de tous les temps. Débat terminé, voilà. BioWare fait preuve de loyauté, en plus d'avoir conscience du talent de Obsidian, et recommande le studio
scénario à Atari qui accepte. Obsidian, qui avait cruellement besoin de fonds et de faire ses preuves après le semi-échec de KOTOR 2, signe le projet et se lance à fond dans la création de Neverwinter Nights 2. Le timing imposé par Atari est relativement serré et prévoit une sortie pour l'année 2006. Obsidian, dont les effectifs sont de 50 employés, démarre confiant. Après tout, le Aurora Engine est déjà en place et ne nécessitera qu'une poignée de mois de travail pour faire une refonte graphique et mettre à la page ses polygones tout moches. Ah ouais, lui il est dégueulasse. La pré-production se passe bien. Obsidian a l'ambition de garder les points forts de Neverwinter Nights, à savoir un RPG à la campagne solo de qualité, un multijoueur efficace et un moteur de jeu modulable permettant à tout le monde de l'utiliser. Néanmoins, là où les problèmes commencent, c'est que Obsidian a grandement sous-estimé la complexité technique et le temps de travail que nécessitait une refonte graphique totale du Aurora Engine, qui est retravaillé en profondeur pour accoucher du Electron Engine, malgré l'appui technique apporté par BioWare. What we were trying to do at the time was really have a game that looked more modern for a game that was going to come out in 2006. So we created a renderer, we created a new editor, but unfortunately the editor that we hoped would get done in a few months really didn't get done for almost 15 months. Obsidian a manqué d'organisation et s'est retrouvé à devoir travailler dans la douleur sur Neverwinter Nights 2 pour respecter la deadline et proposer le meilleur jeu possible. Obsidian améliore aussi l'éditeur de campagne et travaille à le rendre beaucoup plus flexible en ajoutant des tonnes et des tonnes de fonctionnalités, permettant une personnalisation extrêmement avancée de ses propres modules. Si Obsidian avait dans son équipe de nombreux vétérans du RPG sur ordinateur, ces derniers étaient surtout des chefs de poste, et la plupart des effectifs étaient en réalité des jeunes et inexpérimentés, quoique bien encadrés. Autre souci lors du développement, c'est que Atari désirait voir une démo du jeu pour s'assurer de la qualité du taf d'Obsidian. Bon, le problème c'est que le travail a à peine débuté et que le studio n'a alors rien à présenter de fini, à part un magnifique asset de poulet. Le studio présente donc une version de Neverwinter Nights 1 remplie de poulets, très bien animés, avec différentes stats pour présenter les nouvelles fonctionnalités. Une démo faite à l'arrache pour l'éditeur qui aura au final fait perdre énormément de temps au studio. Au moins Atari a dû trouver des poulets convaincants. Ajoutez à ça que le lead designer du jeu s'est barré au milieu du développement pour travailler chez BioWare sur Dragon Age, remplacé au pied levé par Josh Sawyer, le futur créateur de Fallout New Vegas et Pentiment. Le studio travaille pendant des centaines d'heures pour respecter la deadline et le projet finit par ressembler à un cahier des charges d'un jeu à la hauteur du premier opus, qu'à une véritable création personnelle, des dires des développeurs d'Obsidian. Après un report de quelques mois, Neverwinter Nights 2 finit par être publié le 31 octobre 2006 aux USA. Neverwinter Nights 2 nous projette dans la peau d'un enfant adopté dans le village de Port-Nuit, qui, après une charmante fête pittoresque et des quêtes palpitantes, sais-tu qu'il y a un prix pour le plus gros cochon? Est attaqué par de terribles Githyanki. C'est des genres de pirates aliens verts. On entre en possession d'un puissant artefact et on part pour la majestueuse cité de Padiver, où on est amené à recruter d'attachants et énigmatiques compagnons, et gravir les échelons de la noblesse en entrant au service de l'aristocratie locale, sur fond de menaces Githyanki. Les événements s'enchaînent, on entre en possession d'un domaine et d'une forteresse, on voit l'apparition d'une secte de terribles mages et on acquiert de puissantes armes magiques. Tout le scénario culmine dans le siège de sa propre forteresse où on doit repousser l'ennemi, quoi qu'il en coûte, accompagné de l'armée de 12 compagnons que l'on s'est fait en route. Alors là, on touche à un de mes plus grands classiques. Neverwinter Nights 2, c'est pour moi un des tout meilleurs RPG de toutes les années 2000 et pousse toutes les qualités techniques et narratives de Neverwinter Nights 1 dans ses derniers retranchements. Même si le jeu pouvait paraître daté à l'époque, il est très cohérent encore aujourd'hui, d'autant plus avec des mods, vous imaginez bien. Et les modèles de personnages sont très léchés, les animations de combat magnifiques et les décors sont complètement dépaysants, en plus d'être très riches. Mais le point fort principal de Neverwinter Nights 2, et c'est rarement souligné dans les tests que j'ai pu lire aujourd'hui, et bah c'est son histoire. Le scénario est une fresque épique qui vous fait un panorama vertigineux de tous les royaumes oubliés, dans une intrigue qui te scotche littéralement à l'écran, mêlant enquête, phase de donjon, conflits diplomatiques entre différentes races, séquences cultes qui te restent gravées dans la mémoire, et surtout des personnages inoubliables. Le charme piquant de Nishka, à la fois inébranlable d'Elani ou Kazavir, l'indépendance envers et contre tous de Kara, l'évolution de personnages de Keglar ou l'ambiguïté mystérieuse de Hamon. On se perd à discuter des heures durant avec chacun d'entre eux, et aucun compagnon n'est oubliable. Vous les adorerez ou vous les haïrez. Surtout qu'on peut en embarquer 4 à la fois dans son groupe, vous avez l'embarras du choix. Quand je l'ai découvert, les sensations de jeu étaient proches de ma première partie de Dragon Age Origins, avec cet univers vertigineux, peuplé de créatures et de philosophies paradoxales. Sauf que, contrairement à Dragon Age, les possibilités de création de personnages et de build avec des dizaines de classes de haut niveau font que j'apprécie d'autant plus cet opus. C'est selon moi un des RPG les plus sous-estimés de sa génération, certes en retard pour son époque, mais représentant l'aboutissement de toute une partie de l'histoire du RPG,
qui est alors en voie de vivre une nouvelle révolution. Bon, il y a évidemment quelques rendez-vous manqués par Neverwinter Nights 2, un éditeur de campagne certes plus flexible mais beaucoup trop complexifié, faisant fuir tous les néophytes, une interface de jeu particulièrement austère, et toujours ce système de règles de la 3ème édition de Donjons et Dragons, qui agit comme un repoussoir pour les non-initiés. Je préfère crever que d'avoir encore à dormir pour restaurer mes emplacements de sorts. Surtout qu'Obsidian souffre de la comparaison. Il fallait avoir les épaules pour sortir un RPG en 2006. Neverwinter Nights 2 n'est ni assez beau et accessible qu'en Oblivion, ni assez communautaire et massif qu'un World of Warcraft déjà sorti depuis 2 ans. Cependant, ces quelques défauts ne doivent pas vous rebuter, car Neverwinter Nights 2 est sans conteste une des plus grandes réussites d'Obsidian, et ce jeu mérite qu'on lui donne une première ou une seconde chance. Neverwinter Nights 2 est un succès commercial certain, et alors que le jeu est dans sa phase de test et de chasse aux bugs, Obsidian mandate le producteur Kevin Saunders et une petite division sur la création d'une première extension, qui porte le nom de Mask of the Betrayer. L'idée est de réaliser une suite à la campagne originale avec du contenu adapté aux personnages de niveau assez haut. Le gameplay est amélioré pour être plus ergonomique, et à l'origine, Obsidian voulait faire de cette extension une expérience de gameplay innovante, laissant tomber ses ambitions scénaristiques, mais les 2 game designers en charge du projet convainquent le studio de rester sur ce qu'ils savent faire de mieux, des histoires palpitantes. En même temps, Atari n'est pas du tout regardant sur ce projet qu'il considère être très secondaire, laissant de ce fait une liberté totale aux développeurs. Comme quoi être ghosté, ça a parfois du bon. Neverwinter Nights 2, Mask of the Betrayer. Mask of the Betrayer sort le 28 septembre 2007 et plonge le joueur dans une aventure bien plus personnelle. Le personnage principal souffre d'un mal qui le pousse à dévorer les âmes de ses adversaires et se retrouve à explorer les terres de Rachemeni sous la tyrannie des terribles mages rouges. L'histoire propulse alors le joueur à travers de nombreux plans d'existence pour trouver un remède en parcourant une région peu exploitée de royaumes oubliés. L'intrigue du jeu est assez proche du magistral scénario de KOTOR 2, une quête personnelle d'un héros souffrant de son pouvoir destructeur, traversant un monde sombre et faisant face à des dilemmes moraux ambigu. C'est une très grande réussite en termes de narration et fait de Mask of the Betrayer un jeu dont on a du mal à sortir une fois que le scénario nous a emporté. Le travail sur l'ambiance est phénoménal et les environnements gris très bien maîtrisés et une direction artistique aux petits oignons inspirée entre autres du film Princesse Mononoke. Si vous avez terminé Neverwinter Nights 2, je ne peux que vous recommander cette extension extrêmement solide et sans doute une des meilleures, si ce n'est la meilleure, campagne de toute la saga Neverwinter Nights. Enfin, Obsidian Entertainment lance la production d'une seconde extension pour Neverwinter Nights 2 qui est baptisée Storm of the Year et balancée à une toute petite équipe dirigée par Tony Evans, un vétéran de Obsidian. Le temps de production est encore plus serré car le jeu original, déjà daté à sa sortie, a pris 2 ans de plus dans la tronche et Obsidian regarde vers l'avenir, notamment en négociation avec Atari pour avoir une seconde chance de développer Baldur's Gate 3, idée plus tard abandonnée après le rachat de l'éditeur par Bandai. Le choix est donc fait de faire de Storm of the Year un module plus bac à sable avec une histoire indépendante de la campagne et de la première extension. Un système de création de groupe est ajouté et un ton plus léger, inspiré des films Indiana Jones, est adopté en lieu et place des scénarios sombres et torturés des 2 campagnes précédentes. L'accent est mis sur les interactions entre les compagnons pour permettre une meilleure immersion aux joueurs et aux joueuses. Bon, l'équipe créative a un peu plus de mal à imposer ses idées narratives, l'éditeur souhaitant rester dans le cadre d'un pur jeu Donjons et Dragons limitant les extravagances. De toute façon, l'équipe est ridiculement petite et doit faire le jeu avec 3 bouts de ficelle. Certaines voix sont même enregistrées par les développeurs eux-mêmes. Storm of the Year est publié le 18 novembre 2008, à peu près en même temps que... Ah ouais, ça fait mal. Le joueur se retrouve dans le royaume tropical de Samarak, où on doit faire face à une conspiration d'un culte maléfique de Yuan-Ti. C'est des hommes serpents, au cas où vous avez pas acheté les 19 suppléments Donjons et Dragons. On traverse de palpitantes épreuves jusqu'à infiltrer le temple du culte lors du niveau final afin d'arrêter leurs armées de fanatiques. Storm of the Year, c'est une extension remplie de bonnes idées, un cadre de campagne original et d'un gameplay qui bénéficie de toutes les améliorations de l'extension précédente. Une sorte de standalone pour Neverwinter Nights très chouette à parcourir et à découvrir, surtout que la direction artistique tient encore très bien la route, et que le passage à 6 compagnons dans le groupe rappelle de bons vieux souvenirs de Baldur's Gate. Le souci, c'est que ça sent le manque de finition. Les combats aléatoires pendant les téléportations depuis la carte sont assez insupportables, et on a le sentiment d'une régression dans la structure du scénario, avec des personnages beaucoup moins marquants et une histoire assez simplette. De toutes les campagnes de Neverwinter Nights, c'est peut-être la plus dispensable, bien qu'elle soit la plus originale. Douce ironie.
Car oui, la force qu'a été le successeur direct des 2 premiers Baldur's Gate, c'était cette promesse folle, celle d'offrir à tout un chacun des outils pour construire leur propre campagne et s'en emparer pour proposer des aventures innovantes et infinies. Neverwinter Nights c'est avant tout un cadeau fait à la communauté des joueurs de jeux de rôle sur table, alors que celle-ci s'engouffrait dans une décennie de désintérêt du grand public. Cette espèce de grosse boîte à outils a permis à d'innombrables game designers en herbe de s'essayer à la conception de RPG, rendant la formule Baldur's Gate accessible à tous et à toutes. C'est ce qui s'est passé en Pologne, lorsque BioWare a décidé d'offrir la licence du Aurora Engine, utilisée pour Neverwinter Nights, au studio prometteur CD Projekt, qui utilisera ce fabuleux outil pour accoucher du premier opus d'une des plus grandes sagas de RPG de la décennie suivante, The Witcher. Neverwinter Nights, c'est une saga à cheval entre 2 époques, un héritier autant qu'un instigateur, qui a su tirer parti de la liberté narrative qu'offraient les RPG des années 90 et la dimension communautaire qu'offriront les RPG des années 2010. Une formule qui évoluera avec le temps et l'histoire du RPG sur ordinateur, mais qu'un certain studio belge prendra à bras le corps lorsqu'il s'agira de réaliser un RPG moderne en 3D, au parfum old school, Divinity Original Sin. Larian Studios n'a d'ailleurs jamais caché cette filiation et a bien compris la puissance de la proposition de Neverwinter Nights en intégrant à leur jeu leur propre éditeur de campagne. Aujourd'hui, Larian Studios a entre ses mains la licence tant convoitée de Baldur's Gate et s'apprête à sortir 23 ans après le 3e opus de la licence, fort du succès des 2 jeux Original Sin et d'une alpha prometteuse. Reste à savoir dans quelle filiation Larian Studios inscrira son Baldur's Gate 3, celle de l'invitation à la créativité propre au jeu de rôle papier, à l'image de Neverwinter Nights, ou celle d'une narration contrôlée et suivre les pas de BioWare pour le meilleur comme pour le pire. C'est à eux de nous le dire. On peut dire que Neverwinter Nights c'est une licence oubliée aujourd'hui, malgré son histoire glorieuse et son succès à travers toutes les années 2000. Son actualité se trouve dans le MMORPG de Cryptic Studios, publié en 2013, Neverwinter. Alors j'ai eu qu'une brève expérience avec ce jeu à l'époque, qui avait tout pour m'attirer, mais il m'avait pas vraiment convaincu. Néanmoins, force est de constater que le MMO fête cette année ses 10 ans, et bénéficie toujours d'extensions et de contenu supplémentaires. C'est bien que ça parle à pas mal de monde, et peut-être à vous. Le studio Beandog, fondé par un ancien développeur de BioWare, a mis à disposition une Enhanced Edition pour Neverwinter Nights, en plus de tous les autres jeux réalisés sur Infinity Engine. C'est une espèce de remaster HD, avec plein de trucs en plus. Neverwinter Nights 2, quant à lui, ne bénéficie pas de remaster, mais seulement d'une Complete Edition, qui est disponible pour une poignée d'euros sur la plateforme GOG. Pour ce qui est de l'affiliation avec Neverwinter Nights, il y a évidemment Baldur's Gate 3, qui sort très prochainement lorsque j'écris cette vidéo. Le jeu est plein de promesses et marquera sans doute une apogée, ou un tournant, dans l'histoire du RPG sur ordinateur. C'est soit l'un, soit l'autre. Espérons-le. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cet épisode qui retrace une des licences les plus fascinantes à redécouvrir du RPG des années 2000. Neverwinter Nights, c'est certes beaucoup de souvenirs, mais aussi une histoire qui donne de belles perspectives sur l'avenir du genre RPG, grâce à toutes ces innovations. J'espère bien lui avoir rendu hommage. Je vous rappelle que je produis cette vidéo avec passion, et elle me demande beaucoup de travail et d'investissement. C'est pourquoi j'ai ouvert une page Patreon, afin que vous puissiez me soutenir si vous en avez les moyens. Cela me permettrait d'accélérer le rythme des sorties et de traiter un maximum de sujets, en plus de vous donner accès à des avant-premières, votre nom au générique et des news. Je vous enjoins à liker la vidéo, à la partager et à vous exprimer en commentaire sur votre expérience avec la saga Neverwinter Nights et de ce que vous attendez de Baldur's Gate 3 et du futur du RPG sur ordinateur. Encore une fois, merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.